Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mais on dit que je suis né chanceux parce que je suis né coiffé. Quand on est coiffé en Bretagne, on est avec la poche des autres, c'est vraiment sur la tête. Et c'est le signe de la chance permanente. Et ça te suit. Et ça me suit, on se persuade. Moi, toutes les vieilles du village me touchaient toujours en disant Claude, avec l'accent breton, on te touche parce que tu portes la chance. Et il y a une anecdote très drôle, c'est que quand je suis arrivé à Shanghai, il y avait une image de ce pays continent qu'est la Chine. Il y a une immense conférence de presse avec 300 ou 400 journalistes. Et on me demandait comment je m'appelais. Je disais le roi. Et les journalistes chinois disaient non, mais votre nom en français. Je dis bon, donc l'interprète nous fait la traduction. Je dis mais le roi. Et à un moment, il a capté, il s'est reconnecté. Et il m'a dit non, mais vous savez ce qui se passe, c'est que le roi en chinois, pour ceux qui écoutent et qui comprennent le chinois, ça veut dire chance éternelle. Voilà. Donc la boucle était bouclée. Et du coup, si je te demande de choisir ton meilleur et ton pire souvenir dans le sport de haut niveau, c'est compliqué ou pas? Mon meilleur souvenir, il y a beaucoup de choses qui t'ont marqué. Oui, non, mais c'était le rêve de mon enfance. Moi, quand j'étais môme, je savais depuis toujours que je voulais devenir footballeur professionnel. C'est pour ça que je ne crois pas trop à la vocation. Je pense qu'on se rend compte très jeune qu'on est plus doué que les autres. Donc on est choisi en permanence. Quand on a 5 ans, on est choisi par les 8-9 ans. Quand on a 8 ans, on est choisi par les 12-13 ans. Donc très vite, ils vous confortent dans vos qualités, dans vos dons. Donc moi, j'ai toujours dit, contre la vie paternelle, surtout un peu moins maternelle, pour eux, c'était terrible que je veuille être footballeur professionnel. J'étais dans un milieu d'intello qui ne comprenait pas une seule seconde qu'on puisse rêver d'être footballeur professionnel. Mais moi, je savais que c'est ce que je voulais faire depuis le début. Mais mon rêve secret, c'était de me dire si un jour tu peux faire un match en première division. Un match. Moi, je ne rêvais que de ça. Et après, j'en ai fait des centaines. Mais les autres, bon, tous comptaient bien évidemment, mais ce premier match contre Nantes en première division, en plus Nantes était champion de France, on jouait chez nous, le match était télévisé. On revient au calendrier grec, mais c'était incroyable. Le commentateur de cette rencontre était Michel Drucker. Donc, j'imagine un petit peu depuis le temps qu'on se connaît tous les deux. Et c'était il y a bien évidemment plus de 50 ans. C'était mon premier match en pro, on avait gagné 3-0. Et c'était magique, quoi. À la fin du match, je me suis retrouvé dans les vestiaires. Il n'y a pas très longtemps que j'avais eu accès aux vestiaires professionnels, puisqu'à ce moment-là, il fallait faire ses preuves avant de pouvoir arriver dans le sein des saints qui était le vestiaire des joueurs professionnels. Et à la fin du match, je me disais, voilà, j'aurais fait un match en pro. Après, je me suis battu pour qu'il y en ait plusieurs, mais c'est un souvenir magique. Et puis bon, c'est vrai que cette victoire au Maroc contre le Nigeria en finale avec le Cameroun, c'était un moment dingue parce que ma fierté, c'était pas moi, je suis rien, vraiment, je suis rien du tout. J'avais la chance déjà j'ai gagné des grandes compétitions quand j'avais les meilleurs gardiens. Vous savez, tu sais, quand on est entraîneur et quand on a le meilleur gardien, on est de toute façon toujours un meilleur entraîneur. Et là, c'était Joseph-Antoine Bell. Avant, j'avais Thomas Nkonou. Il fallait que je fasse le choix entre ces deux immenses gardiens en permanence. Et donc, le premier match, c'est Jacques Songo qui avait joué parce que Joseph-Antoine Bell faisait un match de Coupe d'Europe avec Marseille. Donc, tout avait été réglé bien à l'avance. J'avais dit à Jacques que tu joues très bien, que tu joues très mal et tout. De toute façon, tu ne feras qu'un seul match parce que le numéro 1, c'est Joe. Il avait été très bon contre l'Égypte dans le premier match de Coupe d'Afrique en 88. Et on avait gagné 1-0. Mais bon, Joe est arrivé, il a repris sa place de numéro 1. On est allé jusqu'à cette victoire. J'ai oublié aussi de parler d'un moment très important, alors, qui peut paraître anecdotique en Afrique, mais il y a 40 ans que le sultanat d'Oman, qui est un pays entre les Émirats et le Yémen, rêvait de gagner la Coupe des Nations du Golfe. Et j'ai signé à Oman et on a gagné cette Coupe du Golfe et ça a été 2 jours de fête, 2 jours fériés, 50 000 personnes à chaque match, une victoire en finale contre l'Arabie Saoudite, c'est pas une nation exotique, c'est une grande nation de football, avec beaucoup de monde dans les stades. Et dans les oublis que j'avais fait, cette victoire en Coupe du Golfe à Oman aussi était un très grand moment.
Alors, si je te demande aujourd'hui de composer ton 11 type idéal, ce serait avec qui? Tu peux réfléchir un peu. Il y a tellement de joueurs, non, mais il y a bien évidemment tous ceux que j'ai dénichés. Mais il y a tellement d'avancées, par exemple, puisque moi j'étais attaquant et c'est vrai que je pose mon regard sur les attaquants, mais quand on pense que j'ai fait démarrer François Mendy, Samuel Eto'o, j'ai pas fait démarrer Roger Mila, mais il a joué longtemps avec moi. J'ai découvert et permis à Georges Weah quand on voit déjà ces 4 attaquants-là, mais plus tous les autres que j'ai eu après, quoi, de Manuel Adebayor, de Chavani Nanda, de Trésor Poutou, de Loa, de Jules Bocandé, regretté Jules Bocandé. Donc déjà sur les avançants, j'ai le choix entre quasiment 10 joueurs exceptionnels. Alors, moi j'ai rien préparé, là, c'est à brûle pour point que cette question vient. Chez les gardiens de but, qui choisir entre Ali Alapsi, le gardien d'Oman qui joue en première ligue, c'était le seul de tout le golf qui joue en première ligue à Bolton et à Wigan, mais bien évidemment Joseph-Antoine Bell, immense gardien de but, Thomas Nkono, qui a été l'un des plus grands avec Joe de l'histoire du football des gardiens de but en Afrique et dans le monde. Chez les défenseurs centraux, c'est pareil. Il y a eu de Roger Mendy, le Sénégalais, à tous ces joueurs qui ont peuplé toute ma carrière. Non, il faudrait me laisser le choix de faire 4 équipes types. Parce que quand ça fait 40 ans qu'on est entraîneur, on a dirigé les joueurs, mais bon, moi, le plus important, c'est le dernier en date, c'est mon défenseur du Togo, Djené Dakonam, qui dans les premières équipes avec un tout petit club comme Rétafé, et qui a été dans l'équipe type l'année dernière, devant des champions du monde français de la Liga espagnole. Donc j'ai eu la chance de croiser des joueurs exceptionnels qui ont fait ce que je suis devenu. Moi, on sait que ma relation avec les joueurs est une relation privilégiée. J'aime les joueurs. Mais aimer les joueurs, c'est ne pas leur faire de cadeaux, c'est être exigeant. T'as le rôle de papa. Pas forcément, oui. Moi, je suis pas trop paternaliste, mais j'ai un rôle d'éducateur. Je pense que notre métier, c'est un métier d'éducateur. Il faut faire toucher du doigt aux joueurs la chance incroyable qu'on a de faire de notre métier notre passion. Que notre passion soit notre quotidien. Faut pas le banaliser, c'est-à-dire que moi je leur explique que quand on est dans un bus avec une escorte pour aller au stade, qu'il n'y a pas de feu rouge, qu'il n'y a pas d'embouteillage et tout, c'est un énorme privilège. Qui dans nos familles peut traverser des villes comme ça sans jamais un feu rouge Quand on monte dans un avion privé pour aller d'une ville à une autre pour gagner du temps et tout, c'est un immense privilège. Donc quand tout est préparé, les équipements et tout, c'est un immense privilège. Et moi, je leur dis en permanence, ne banalisez pas ça. Tout le temps, touchez du doigt la chance que vous avez d'avoir cette vie-là. Ne la négligez pas, ne la bafouez pas et ne banalisez surtout rien. Alors, c'est pas jouer les vieux cons, passe-moi l'expression, mais c'est en permanence essayer de faire comprendre aux joueurs qu'il faut qu'ils apprécient et qu'ils arrêtent de pleurnicher pour un petit retard d'un avion, pour un repas qui est moins bien préparé, ou pour un hôtel qui n'est pas aux normes requises pour le très haut niveau. Tout ça n'est pas important. Il y a plein de choses sur lesquelles je trouve qu'on a laissé les joueurs inutilement prendre le pouvoir à leur détriment. Dans les remplaçants, maintenant, quand on voit un remplacement de joueur, on a l'impression que c'est une sanction terrible qu'un joueur soit remplacé pendant un match. Alors, bon, règlement veut qu'il y ait 3 remplaçants et les comportements de certains joueurs, au moment où ils sont remplacés, sont absolument insupportables. C'est-à-dire que c'est indigne surtout vis-à-vis de celui qui rentre. C'est-à-dire c'est complètement irrespectueux. Quand on fait un remplacement, c'est pas un joueur qu'on sort, c'est un joueur qu'on fait rentrer. Et le joueur sorti dans un match sera peut-être le joueur le plus important du match suivant. Si les joueurs, on n'est pas capable de leur faire toucher du doigt ça, si on continue de tolérer dans les matchs que des comportements insupportables d'enfants gâtés au moment des remplacements ne soient pas suivis d'effets avec des véritables sanctions, mais pas des sanctions financières, mais des sanctions psychologiques ou avec vraiment une remise en question du joueur pour lui dire non,
premièrement, c'est insupportable. Deuxièmement, vis-à-vis du joueur qui rentre, c'est très indélicat. Donc, c'est là où notre métier d'éducateur, on doit le faire en permanence.